conclure sur le rapport Rocher et pour passer à un autre sujet dont il est question dans ce rapport, la CFDT a dénoncé récemment une nouvelle occasion manquée de réfléchir aux conditions d'une gouvernance partagée après une loi Pacte timide sur le sujet, disent-ils. Qu'est-ce que cela vous inspire à l'un comme à l'autre? Bon, c'est un problème de bouteille à moitié pleine, à moitié vide. Je veux dire, ce rapport, il avait un objectif qui était de voir quel était le bilan qu'on pouvait faire de la loi Pacte et comment on pouvait étendre un peu son champ d'action, notamment en développant la notion d'entreprise à mission. Sans vouloir être provocateur, mais en l'étant tout de même, je dirais exactement le contraire de Laurent Berger. Je considère que ce rapport Rocher, dans certains de ses alinéas, est extrêmement intrusif. Et je vous prendrai simplement un exemple, parce qu'il faut être concret. Il y a une des recommandations du rapport Rocher, par exemple, qui propose qu'on oblige les sociétés à mission à publier à partir de 2027 sur l'exercice 2026 un rapport de durabilité selon les standards de durabilité simplifiés du groupe consultatif européen sur l'information financière, EFRAG, dans le cadre de la proposition de directive relative à la publication d'informations en matière de durabilité des entreprises. Je vais être très franc avec vous. Je suis responsable d'une entreprise qui a mis sa raison d'être dans les statuts. Donc, nous ne sommes pas en retard par rapport à la démarche souhaitée par le gouvernement. En revanche, je suis beaucoup plus dubitatif sur le fait de m'ériger en entreprise à mission, parce que ça voudrait dire que, alors qu'aujourd'hui, j'ai une raison d'être, j'ai un comité des parties prenantes qui est en place, qui fait un travail formidable, mais je fais tout ça de façon informelle et intelligente. Et demain, on va m'imposer, en étant société à mission, d'avoir des censeurs officiels et dès à présent, on voudrait m'additionner des contraintes de rapports de durabilité qui vont encore nourrir la bureaucratie interne. Donc, de grâce, soyons pragmatiques. Et là où M. Berger regrette que ce soit une occasion ratée d'établir une gouvernance partagée, je dirais simplement qu'il faut se rapporter au rapport Rocher, qui lui-même voit plutôt la bouteille à moitié pleine et dit dans sa page 5, je cite, « On n'a pas assez souligné la puissance et l'originalité d'un modèle qui, au lieu de contraindre d'abord, invite chaque entreprise à se réapproprier et à réaffirmer le sens de son activité et de sa contribution pour le monde. Point. La loi française a su démontrer qu'elle faisait confiance aux entreprises pour porter une responsabilité dont elles avaient elles-mêmes à définir l'orientation et les axes de combat spécifiques. Que les pouvoirs publics obligent les entreprises à prendre en charge des dimensions entre guillemets morales, de plus en plus étendues. Pourquoi pas? Ça va dans le bon sens. Mais de grâce, ne faisons pas des entreprises des réceptacles de réglementations toutes plus contraignantes les unes que les autres, qui fassent que quand demain matin, vous irez faire un voyage d'affaires, il vous sera interdit de le faire si l'avion n'est pas fait en fibre de carbone, avec des carburants aéronautiques durables certifiés par le meilleur institut du monde qui se trouve en Corée du Nord. Non mais attendez. Donc, pardon, mais là, je pense qu'il faut mettre des limites à la bureaucratie. Je suis un peu brutal, mais c'est pour provoquer le débat. Comme autre exemple de recommandations précises qui relèvent de la gouvernance des entreprises, le rapport Rocher propose, par exemple, en quelque sorte, de conditionner une partie de la rémunération variable des salariés et des dirigeants au respect de critères extra-financiers objectifs. Le rapport parle d'objectifs, ce qui nous renvoie au débat de tout à l'heure, c'est-à-dire se mettre d'accord sur la définition des critères et leurs mesures et les bons indicateurs. Cet adjectif objectif, pour moi, c'est tout un sujet, en quelque sorte, un programme de travail. Alors, bon, moi, je dirais, je pense qu'il y a des tas de sujets qui sont posés à travers le rapport Rocher, d'ailleurs qui ne sont pas esquivés, qui sont juste esquissés par le rapport Rocher sur, par exemple, l'articulation entre le comité de mission et le conseil d'administration ou le conseil de surveillance, c'est-à-dire comment tout ça se situe dans l'entreprise, l'articulation entre les différents organes de gouvernance. Ce que je veux dire, moi, ce que j'ai compris du rapport Rocher, c'est que ce n'était pas non plus un rapport qui visait à faire des propositions fondamentales sur la gouvernance d'entreprise. Moi, je n'ai pas pris ça comme étant le sujet, la colonne vertébrale du rapport. J'ajoute
pour avoir été pendant 8 ans au collège de l'AMF, l'autorité des marchés financiers, et avoir suivi ce problème en quelque sorte de la surveillance, de la régulation, du gouvernement d'entreprise en France. Que nous avons des codes de bonne conduite qui existent, le code AFEP-MEDEF pour les grandes entreprises, le code Middlenex pour les PME et entreprises de taille intermédiaire. L'AMF publie chaque année un rapport sur la corporate governance, le gouvernement d'entreprise. Bon, tout ça va dans le bon sens parce qu'on pousse clairement les entreprises à travers à la fois les codes de conduite et l'intervention du régulateur, pas nécessairement par des textes, mais en tout cas par des systèmes de pointage, des entreprises qui respectent les règles du jeu concernant la parité homme-femme, la proportion d'administrateurs indépendants. Tout ça, ça me paraît aujourd'hui des questions importantes dans le gouvernement d'entreprise, ce qui n'est pas du tout incompatible avec le respect des critères extra-financiers. Je pense que, assez logiquement, la montée des critères extra-financiers dans la gestion des entreprises et dans, j'allais dire, le comportement de tous les opérateurs, y compris les investisseurs, ça conduira à la fois par de l'autorégulation, par le passage par des codes de conduite, etc., à mieux articuler ces critères extra-financiers avec des critères de bonne gouvernance qui ne peuvent pas se résumer, je répète, aux critères ESG. G, c'est la gouvernance, c'est la bonne gouvernance, articulée avec E et S. Et tout ça doit en quelque sorte être associé, mis en perspective avec l'intervention d'autres organismes. Je répète, je pense au rôle des codes de bonne conduite et à l'intervention relativement incitative, souple incitative, d'un organisme comme l'AMF, l'autorité des marchés financiers.